nom est Garrett et cela s'est passé quand j'étais en 2e année de collège. Quand je n'ai pas eu de dortoir après ma première année, je me suis débrouillé pour trouver un logement hors campus. En bref, je me suis retrouvé dans une coopérative, faisant partie d'une communauté de 3 maisons qui étaient plus ou moins proches du campus, mais pas vraiment. Ce n'était pas idéal, mais c'était bon marché et je n'avais pas beaucoup d'options. De plus, j'avais un vélo, donc le temps de trajet supplémentaire ne me dérangeait pas vraiment. La plupart des résidents étaient de jeunes étudiants comme moi, mais il y avait quelques exceptions. Il y avait une poignée d'anciens élèves, 1 ou 2 assistants d'enseignement et quelques personnes plus âgées qui obtenaient leur diplôme plus tard dans la vie. Mais la personne qui m'a immédiatement frappé était une femme plus âgée qui vivait dans l'une des autres maisons. D'après ce que je pouvais dire, elle avait peut-être la 50aine, même si elle paraissait un peu plus âgée que ça. Elle avait les cheveux grisonnants et marchait avec une sorte de boiterie, comme si elle avait une sorte de blessure au dos. Elle était vraiment silencieuse et restait la plupart du temps seule, et elle avait toujours cette expression vide sur son visage. J'ai supposé qu'elle avait une sorte de lien avec l'université, peut-être un membre du corps professoral ou peut-être une ancienne élève, mais personne n'a expliqué et je n'ai pas demandé. La première fois que je l'ai vue faire quelque chose d'étrange, c'était dans notre cuisine commune, ce qui était un peu bizarre pour commencer, car les 2 autres maisons avaient leur propre cuisine, donc je ne savais pas pourquoi elle traînerait dans la nôtre. Elle ne cuisinait pas, ne mangeait pas, ni même ne parlait à personne. Elle était juste là, debout, pendant que le reste d'entre nous parlait et courait, préparant le dîner et écoutant de la musique. Elle n'a pas essayé de se joindre à nous. Elle nous a juste regardés fixement. Je l'ai croisée du regard plusieurs fois, et une partie de moi a eu le sentiment qu'elle me regardait spécifiquement, même si je savais que c'était peu probable. Personne ne l'a reconnue, ce que j'ai trouvé un peu bizarre aussi. Peut-être qu'il savait quelque chose que je ne savais pas. Plus tard cette semaine-là, je faisais mes devoirs dans ma chambre quand je l'ai revue. J'ai jeté un coup d'œil par la fenêtre de ma chambre et elle était là, me regardant fixement. Comme si ce n'était pas assez étrange en soi, elle n'était même pas sur le trottoir, mais plutôt au milieu de la rue. Il se faisait tard et il faisait assez froid aussi, donc elle devait être gelée dehors. Je ne pouvais pas dire si elle regardait dans ma fenêtre ou juste dans la direction générale de la maison, mais j'avais l'impression qu'elle me regardait spécifiquement. Je ne sais pas pourquoi je l'ai fait, mais je lui ai fait signe, essayant d'être amical. Au moment où je l'ai fait, je l'ai instantanément regretté. Elle n'a pas répondu à mon signe. Au lieu de cela, elle a sauté plusieurs fois comme si elle était excitée, puis a couru vers l'une des autres maisons, vraisemblablement la sienne. Je me suis senti un peu mal. Non seulement je l'avais reconnue, mais j'avais confirmé qu'elle avait regardé dans ma chambre tout le temps, et même si elle ne l'avait pas fait, elle savait maintenant quelle était ma chambre. Plus tard cette nuit-là, j'ai interrogé l'un de mes colocataires à son sujet. Il m'a dit que cette femme avait toujours été là et que je devais faire de mon mieux pour l'ignorer, comme le reste d'entre eux. J'ai posé d'autres questions à son sujet, mais le gars ne savait vraiment rien et a dit qu'il ne faisait que répéter ce que quelqu'un lui avait dit quand il avait emménagé. Cela ne me convenait pas, alors j'ai demandé autour de moi jusqu'à ce que j'obtienne une sorte de réponse. L'un des aînés de la maison spécifique où elle vivait m'a dit qu'elle était associée à l'université et qu'elle était un peu excentrique, mais qu'elle n'avait pas d'antécédents de violence ou de comportement physique. Je lui ai demandé pourquoi personne ne trouvait cela aussi étrange que moi, et il m'a dit qu'il ne pouvait vraiment pas contrôler qui vivait là, car cette décision revenait au gérant immobilier. Je n'étais pas entièrement satisfait de cette réponse, mais il n'y avait rien que je puisse faire. Alors, j'ai essayé de la chasser de mon esprit. Mais ensuite, ça a empiré. Une nuit, je suis sorti de ma chambre et j'ai failli la percuter. Elle était dans le couloir, juste devant ma porte. J'ai littéralement reculé parce qu'elle m'a pris tellement au dépourvu. Il était plus de minuit, un mardi, donc la maison était presque morte.
Elle n'a rien dit quand elle m'a vu, elle a à peine réagi. Au lieu de cela, elle s'est juste retournée et est partie comme si j'étais celui qui l'avait dérangée. Je ne vais pas entrer dans les moindres détails, mais il y a eu plusieurs autres occurrences, comme celle-là, où je l'ai surprise soit à fouiner là où elle n'avait rien à faire, soit à faire quelque chose qu'elle n'avait pas à faire. À un moment donné, j'ai perdu ma clé de chambre. Les 3 maisons avaient autrefois fait partie du même hôtel, donc toutes les chambres avaient des serrures et des clés personnelles. C'était une coopérative, donc la plupart des gens laissaient leurs portes déverrouillées, mais j'étais quelqu'un qui ne pouvait pas dormir confortablement en sachant que quelqu'un pouvait simplement entrer dans ma chambre, donc perdre ma clé est un gros problème. Tout le monde avait une clé de rechange, y compris moi, mais j'étais furieux parce que je devrais aller faire une copie de la clé et c'était un inconvénient supplémentaire que je ne pouvais pas me permettre à l'époque. Quelques nuits plus tard, je me suis réveillé au hasard dans la nuit. Je ne savais pas pourquoi au début, mais ensuite je l'ai entendu. Il y avait un léger cognement venant de mon placard toutes les 20 secondes environ. On aurait dit que quelque chose bougeait derrière la porte, comme si quelque chose bougeait à l'intérieur de mon placard. Je ne suis pas du genre à avoir peur facilement et je ne suis certainement pas du genre à être impuissant dans une situation dangereuse, alors j'allais m'en occuper moi-même. Je suis sorti tranquillement du lit et j'ai pris une profonde inspiration. J'ai marché lentement vers le placard, essayant de garder ma respiration sous contrôle. Mon cœur battait la chamade. D'un mouvement fluide, j'ai ouvert la porte du placard et j'ai crié comme une folle. Comme je m'y attendais, la femme était là. Elle avait l'une de mes cravates enroulée autour de son cou et ses yeux étaient grands ouverts. Elle tenait un couteau de cuisine de l'autre main. Mon cri a dû la surprendre, car avant que je ne puisse réagir, elle s'est jetée sur moi avec le couteau tendu. J'ai crié à nouveau, seulement celui-ci n'était pas simulé. C'était un cri de pure peur. Je l'ai plaquée au sol et j'ai pu la désarmer assez facilement, étant donné sa fragilité et sa petite taille. Cela n'a pas rendu la situation moins terrifiante. Elle a donné des coups de pied, s'est battue et a mordu pendant que je la maintenais au sol, criant tout le temps. J'ai appelé à l'aide et j'ai entendu des portes claquer, suivies par certains de mes colocataires qui couraient dans le couloir. Mon ami Lee m'a immédiatement aidé à immobiliser la femme et nous l'avons maintenue au sol pendant que quelqu'un d'autre appelait la police. Le reste de la nuit a été un flou. La police est arrivée rapidement et l'a arrêtée sur le champ. À ce moment-là, elle avait cessé de crier, mais elle a refusé de dire quoi que ce soit, ce qui était extrêmement troublant. Les policiers ont trouvé ma clé de chambre sur elle. Quelle surprise! Quelques semaines plus tard, nous avons eu notre réponse sur qui elle était. Apparemment, c'était la sœur du gérant immobilier, qui l'a laissée vivre là en secret. Elle avait de graves problèmes de santé mentale et au lieu de lui donner des soins appropriés, il l'avait simplement jetée dans l'une des chambres inoccupées. Je crois que le gérant immobilier a finalement été arrêté pour négligence et une foule d'autres choses, et à juste titre. Je le blâme honnêtement beaucoup plus pour ce qui s'est passé qu'elle. Si quoi que ce soit, je me sens mal pour elle, mais ma pitié n'effacera pas le fait qu'elle a essayé de me tuer. J'aurais pu perdre la vie cette nuit-là. Je n'ai aucune idée pourquoi elle semblait si intéressée par moi spécifiquement, mais je ne peux qu'espérer que rien de tel ne m'arrivera plus jamais. Je vais bientôt obtenir mon diplôme et le collège va vraiment me manquer, mais je ne pense pas que je pourrai jamais repenser à mon temps ici sans penser à cette nuit. Ceci n'est pas vraiment mon histoire, mais j'ai essentiellement vu tout se passer. Alors je la raconte quand même. J'ai vécu dans une modeste maison à 2 étages avec mon mari Benjamin pendant la majeure partie de 20 ans maintenant. Tous nos enfants vivent leur propre vie et je ne pourrais pas être plus fier. Mais je suis sur le point de vous raconter ce qui s'est passé l'année dernière. Quelqu'un venait d'emménager dans la maison d'en face. Ce qui était vraiment bien, parce que j'en avais marre de regarder une maison vide tout le temps. Je suis à la retraite, alors je passe beaucoup de temps sur mon porche, à tricoter, lire, profiter du temps avec mon mari, tout ce que vous voulez.
J'écoute aussi beaucoup de podcasts de true crime là-bas, et parfois je mets juste de la musique. La personne qui a emménagé dans la maison d'en face était un jeune homme, peut-être la vingtaine. Il conduisait une BMW d'apparence chère et s'habillait toujours de vêtements flashy, alors j'ai pensé qu'il était soit aisé, soit qu'il faisait sérieusement semblant. J'espère que je ne donne pas la mauvaise impression de lui. Il était en fait vraiment gentil. Il s'est présenté à nous après quelques jours. Son nom était Quinn et il avait quelques années après l'université, comme je l'avais deviné. C'était un gars vraiment brillant et il s'entendait très bien avec Benjamin. Il riait et parlait de sport, et Benjamin a même raconté quelques-unes de ses propres histoires de collège que je n'avais pas entendues depuis longtemps. Quinn a dit qu'il travaillait dans l'industrie du divertissement et qu'il faisait du travail indépendant pour une personnalité d'Internet, quoi que cela signifie. Cela m'a un peu dépassé, mais ça devait être lucratif. Il avait l'air assez riche, comme je l'ai dit. Il parlait d'actions avec Benjamin et nous a parlé de certains des investissements qu'il faisait. Dans l'ensemble, il semblait être un gars sympa. Les choses ont été normales pendant quelques mois. Comme je l'ai dit, je passais beaucoup de temps sur mon Porsche, alors Quinn me faisait souvent signe en quittant sa maison et je lui répondais toujours. Je ne me souviens plus exactement quand, mais j'ai commencé à remarquer la même fille qui allait chez Quinn de temps en temps. Elle conduisait une petite décapotable blanche et elle était assez jeune, blonde, le genre de fille que vous vous attendriez à ce qu'un gars comme lui fréquente. Pour être franche, elle s'habillait un peu scandaleusement, ce que je n'appréciais pas pleinement. J'ai pensé qu'elle était sa petite amie, peut-être qu'elle surveillait la maison pendant qu'il était absent. Elle avait sa propre clé de maison, donc cela avait du sens. C'est devenu une chose régulière, 1 ou 2 fois par semaine, je voyais cette voiture arriver pendant que Quinn était parti. Elle entrait, restait un moment, puis partait. Je ne comprenais pas vraiment ce qu'elle faisait, mais les jeunes sortent différemment de nos jours, alors j'ai gardé mes pensées pour moi. Puis un soir, je les ai vus ensemble. Quinn est entré dans son allée avec elle sur le siège passager. Cela a confirmé que c'était sa petite amie, comme je l'avais supposé. Mais peu de temps après ce jour, les choses ont commencé à devenir tendues. Du moins, c'est ce qu'il semblait. Un après-midi, j'étais en train de m'occuper de mon petit jardin quand j'ai entendu des cris de l'autre côté de la rue. Quinn et la fille étaient debout dans l'allée, se criant dessus. Je ne pouvais pas comprendre ce qu'ils se disputaient, mais je n'en avais pas besoin. Elle n'arrêtait pas de jeter ses mains en l'air, lui crachant pratiquement ses mots. On aurait dit qu'elle allait le frapper. Finalement, elle est montée dans la voiture, a claqué la porte et est partie en trombe sur la route. Quinn a secoué la tête et est rentré. Je ne pense même pas qu'il m'ait remarqué. J'ai pensé que c'était une dispute d'amoureux. Tous les couples se disputent et ce n'était pas ma place de m'immiscer là où je n'étais pas la bienvenue. Mais ensuite, j'ai revu la voiture de cette fille devant sa maison quand il n'était pas là. Pas une fois, pas 2 fois, mais plusieurs fois. J'en ai parlé à Benjamin et il a dit que c'était impoli de fouiner et que je devais juste laisser le pauvre garçon tranquille, ce avec quoi j'étais d'accord. Mais ensuite est venue la nuit où tout a dérapé. Benjamin et moi dormions quand nous nous sommes réveillés au son des sirènes hurlantes à l'extérieur. Nous nous sommes précipités dehors, rejoignant la poignée de voisins qui étaient sortis pour voir ce qui se passait. La maison de Quinn était envahie de voitures de police, d'une ambulance, tout le tralala. Nous avons regardé les policiers sortir de sa maison avec cette fille menottée. Elle n'a pas lutté ni crié, elle a juste accepté ce qui se passait et a regardé droit devant elle avec une expression vide. Nous avons vu Quinn être transporté dehors sur une civière. Il était en sang et j'ai haleté à la vue. Nous ne l'avons pas revu pendant 1 semaine après cela. J'étais très inquiète. Quand il est finalement revenu, Benjamin et moi sommes allés le voir. Il nous a laissé entrer sans hésitation et nous a tout raconté. Apparemment, cette fille, son nom était Ellie, avait tout avoué, facilitant les choses pour la police. Pour commencer, elle n'était pas censée avoir sa clé de maison. Elle avait volé sa clé de rechange et en avait fait une copie sans qu'il le sache.
Selon lui, elle a commencé à lui demander des choses, des dîners chics, des bijoux, des voyages coûteux. Quand il a hésité, elle est devenue possessive et en colère, ce qui a fait que les choses ont commencé à se dégrader dans leur relation. Chaque fois qu'elle s'était présentée sans prévenir chez lui, il n'avait pas été conscient qu'elle avait accès à sa localisation via son téléphone, ce que je ne savais même pas que c'était possible. Elle avait fouillé toutes ses affaires. Mais le pire de tout, c'est qu'elle avait planté des caméras cachées dans sa chambre. Chaque fois qu'elle retournait chez lui, quand il n'était pas là, elle remplaçait les piles des caméras et s'assurait qu'elles fonctionnaient toujours. La dispute entre eux que j'ai entendue était la tentative de Quinn de rompre avec elle. Elle a refusé et Quinn a accepté à contre-cœur de faire une pause. Ellie avait tout vu à travers les caméras et la nuit suivante, elle est allée chez lui avec un couteau. Je ne vais pas expliquer le reste, vous avez compris l'idée. D'une manière ou d'une autre, Quinn a réussi à la maîtriser, mais pas avant qu'elle ne le blesse gravement. Le médecin a dit qu'il était à un cheveu d'avoir besoin d'une intervention chirurgicale ou de mourir. Benjamin et moi avons essayé de le consoler, mais il était visiblement secoué. La dernière chose qu'il a dite avant que nous partions, c'est qu'il avait appris sa leçon sur l'étalage de son argent, surtout autour des jolies filles. Il a déménagé peu de temps après. Il a dit qu'il ne se sentait plus en sécurité dans cette maison et que son ex avait des tonnes d'amis comme elle et il ne se souciait pas du genre de femmes avec lesquelles je m'entourais. Leçon apprise. Le quartier où j'ai emménagé est vraiment agréable, avec peu de criminalité, calme et composé principalement de familles. Les maisons ici sont assez espacées, ce qui m'a en partie attiré. Mais, pour une raison quelconque, la propriété à côté de la mienne est beaucoup plus proche que la plupart des autres maisons entre elles. Et d'ailleurs, la maison voisine est énorme. Quand je l'ai vue pour la première fois, j'ai pensé qu'elle pouvait facilement accueillir une famille de 10 personnes. C'est ce que j'ai immédiatement supposé, uniquement basé sur l'impression de leur réussite apparente. Je n'étais pas vraiment sûr de la façon dont un jeune comme moi allait s'intégrer facilement dans une communauté comme celle-ci, mais c'était plutôt une inquiétude personnelle. Quand j'ai enfin rencontré mon voisin, mon énergie sociale était déjà pratiquement épuisée après une journée à parler avec des inconnus. Je savais que si je rentrais simplement chez moi, je n'aurais pas la même motivation pour le rencontrer plus tard. Alors j'ai pris une grande inspiration et je suis monté par l'allée de sa maison. Avec le temps, j'ai fini par me confier à lui sur le fait que je me sentais un peu à l'écart, étant célibataire à la fin de ma vingtaine, entouré de tant de familles avec enfants. Il m'a dit de ne pas m'inquiéter, que la plupart des gens ici étaient très réservés. Ce fut un certain soulagement pour moi. Il s'est présenté comme Damon et a dit que je devrais passer chez lui pour prendre un verre un de ces jours. J'ai haussé les épaules et dit « Tu sais quoi? Et pourquoi pas maintenant ?» Je m'attendais à ce qu'il rie et m'invite à entrer, mais au lieu de cela, il a regardé par-dessus son épaule comme si j'étais fou. Étant donné la taille de cette maison, j'ai trouvé ça étrange. Nous avons parlé encore quelques minutes, il m'a donné son numéro et il est rentré. J'étais content de savoir que quelqu'un de mon âge vivait là, d'autant plus qu'il semblait être un type tranquille. Mais je ne pouvais pas m'empêcher de penser à quel point c'était bizarre que quelqu'un vive seul dans une maison de cette taille. Bien sûr, moi aussi je vivais seul, mais ma maison faisait à peine la moitié de la sienne. Quoi qu'il en soit, j'ai repris ma routine. Et pendant des semaines, rien. Pas de fête, pas de visite, pas de livraison de nourriture. Sa voiture était toujours dans le garage, mais je ne le voyais jamais sortir. Je ne savais sincèrement pas ce qu'il mangeait. C'était comme si le gars vivait comme un fantôme. Je travaille à domicile et mon bureau est au 3e étage, donnant directement sur la propriété de Damon. Si vous vous demandez comment je savais autant de choses sur ses habitudes, ça peut sembler obsessionnel ou un peu étrange, mais sa maison était toujours dans mon champ de vision. Jusqu'au jour où on aurait dit qu'il organisait une fête. Ne vous méprenez pas, je ne suis pas du genre à me plaindre du bruit. J'ai moi-même participé à de nombreuses soirées.
Mais c'était en milieu de semaine et le volume était insupportable. J'ai décidé de traverser et de lui demander de baisser un peu. J'ai enfilé un sweat et je suis allé là-bas. C'était clairement une fête, on pouvait le percevoir depuis l'extérieur. J'ai frappé à la porte, mais personne n'a répondu. J'ai sorti mon téléphone pour envoyer un message à Damon, mais j'ai renoncé, imaginant qu'il l'ignorerait probablement. C'est alors que j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Le son qui venait de l'intérieur, ce n'était pas de la vraie musique. C'était un enregistrement. Littéralement un enregistrement de gens qui riaient, parlaient, trinquant. Toute la fête était fausse, mais ça n'avait aucun sens. Il y avait pourtant des voitures dans le garage, des chaussures dans l'entrée, il y avait des gens dans cette maison, c'était certain. J'aurais dû faire demi-tour à ce moment-là, mais en m'approchant d'une porte à l'arrière, j'ai perçu un autre bruit, presque mécanique. Un son lourd, rythmique, comme une machine ou une scie électrique. Je me suis rapproché jusqu'à pouvoir jeter un œil par une fente. 3 hommes se trouvaient là, tous plus âgés, fixant quelque chose de l'autre côté de la pièce que je ne pouvais pas voir. L'odeur était extrêmement forte, ça sentait l'eau de javel ou un produit de nettoyage. C'est à cet instant que j'ai ressenti ce nœud dans l'estomac, cette sensation claire que ma vie était en danger. Je me suis retourné pour sortir le plus silencieusement possible. Mais, en montant les escaliers, la lumière derrière moi a baissé, comme si quelqu'un avait fermé la porte. Je n'ai pas entendu le bruit à cause de la musique, mais je l'ai senti. J'ai couru à toute vitesse, traversé la maison et défoncé la porte d'entrée. Quelques minutes plus tard, environ 8 hommes sont sortis en courant, inspectant le jardin, le garage et la rue. Mais Damon n'était pas parmi eux. Ils étaient tous plus âgés comme les 3 que j'avais vus auparavant. Certains semblaient se disputer, jusqu'à ce que l'un pousse l'autre, manquant de se battre au milieu de la rue. Finalement, ils sont tous rentrés à l'intérieur. Et les chaussures, ça n'avait aucun sens. Ils portaient tous des bottes. Aurait-il apporté des paires supplémentaires juste pour les laisser dans l'entrée? J'avais trop de questions et aucune réponse. Le lendemain, je me suis réveillé et j'ai regardé par la fenêtre de ma chambre. Toutes les voitures avaient disparu. Même celle de Damon. J'ai essayé de me concentrer sur mon travail, mais je ne pouvais pas m'empêcher de fixer sa maison. Après quelques heures, j'ai décidé d'appeler la police. Mais même en expliquant ce que j'avais vu et en indiquant précisément la maison, ils ont agi comme si j'imaginais des choses. C'est arrivé il y a quelques mois. Le plus étrange, c'est que Damon n'est jamais revenu. Il est clair que personne ne s'occupe plus de la maison. La pelouse pousse sans arrêt et une pile de colis s'entasse devant la porte, intouchée. Je ne sais pas quoi penser. Peut-être que ce n'est rien. Mais au fond de moi, je sens que personne n'irait aussi loin pour cacher ce qui se passait réellement là-dedans.